La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Je suis à nouveau avec Nathalie Brouillet, qui est astrophysicienne au laboratoire d'astrophysique de l'Université de Bordeaux et qui travaille depuis de nombreuses années sur le sujet de l'observation des molécules, ce qu'on appelle les molécules organiques en particulier, c'est-à-dire les molécules qui sont, on peut dire, à la base du vivant, dans les grands nuages de gaz interstellaires qui sont dans notre galaxie. Alors la semaine dernière, on a vu ce que c'était que ces grands nuages de gaz. On a expliqué que ce qu'on voit quand on regarde le ciel, comme la nébuleuse d'Orion par exemple, ce n'est qu'une toute petite partie d'un très grand nuage de gaz et que y a des étoiles qui se forment, des nouvelles étoiles qui se forment dans ces grands nuages de gaz avec des planètes autour. Et c'est intéressant de connaître la composition de ces nuages de gaz, de savoir s'il y a déjà des molécules dedans et jusqu'à quel niveau de complexité de molécules ça peut avoir une importance pour l'origine de la vie sur les planètes. Donc nous allons reparler de tout ça aujourd'hui. Bonjour Nathalie. Bonjour Sylvie. Et donc d'abord, tu nous as expliqué que tu faisais des observations de ces molécules. On va parler de ces observations. Tu nous as déjà dit la semaine dernière que c'était de la radioastronomie, que ces molécules, on ne les voit pas, on ne peut pas les voir à l'œil, même avec le plus grand télescope possible. On les voit dans le domaine de la radioastronomie avec des radiotélescopes. Et tu nous as expliqué aussi qu'il y avait des signatures spectrales, c'est-à-dire que quand on étudie la lumière dans le domaine radioélectrique qui vient de ces grands nuages de gaz, on peut découvrir des signatures de molécules. Donc tu vas nous en parler un petit peu plus en détail. Et puis on va peut-être dire un peu aussi pourquoi, ce qu'on sait sur la formation de ces molécules dans ces nuages de gaz. Comment ça se fait qu'il y a ces molécules-là? Et puis peut-être parler un petit peu de la relation éventuellement avec le vivant. Alors on va commencer par les observations. Comment on observe ces molécules? Donc avec quel radiotélescope et qu'est-ce qu'on trouve en fait? Quel type de molécules on observe? Alors effectivement, on utilise des radiotélescopes qui sont installés dans des sites privilégiés en altitude pour s'affranchir de l'atmosphère, parce que notre atmosphère nous gêne pour les observations. Et donc, on va avoir ces grands télescopes installés par exemple au Chili, dans la cordillère des Andes, ou même dans le sud de l'Espagne. Voilà, ce sont le genre de télescopes qu'on va utiliser. Et les molécules qu'on va détecter, c'est des molécules très simples qui sont bien connues sur Terre. Pourquoi très simples? Parce qu'on l'a dit la semaine dernière, les conditions dans ces nuages sont très différentes de celles sur Terre. Il fait très froid, c'est très peu dense. Donc on va trouver des molécules très simples comme l'ammoniac, qu'on connaît très bien sur Terre, l'acétone, que les gens ont l'habitude d'utiliser, ou l'éther. Des molécules très simples, mais qui pour nous sont complexes. On les appelle complexes. Elles ont pourtant que 5, 6 atomes, 7 atomes des fois, qui est ridicule sur Terre, mais pour nous, c'est déjà quelque chose de difficile à fabriquer dans l'espace, parce que ces molécules, comment est-ce qu'elles vont se fabriquer? Elles vont se fabriquer dans le gaz, on a dit que c'était du gaz, donc elles vont s'assembler entre elles, les atomes d'abord, les molécules, et puis tout ne peut pas se faire dans ce gaz, parce que c'est très particulier, et donc c'est là que va intervenir ce qu'on a appelé les grains de poussière, la semaine dernière, on en a parlé, ces petits grains glacés. Donc les atomes, les molécules peuvent être sur ces grains, s'assembler sur ces grains, puis ensuite être relâchés dans le gaz. Voilà. Et dis-moi, quand on dit qu'on observe de l'éther, par exemple, c'est pas de l'éther au niveau avec la densité de ce qu'on pourrait sentir sur Terre. Il faut rappeler quand même que c'est extrêmement ténu, que c'est une molécule de temps en temps, en fait, hein. C'est très, très, très peu dense, ces grands nuages de gaz. Oui, alors déjà, ces grands nuages de gaz sont très peu denses en hydrogène, qui est l'élément le plus abondant, et l'éther, lui, est 1 million, même plus d'1 milliard de fois moins abondant que l'hydrogène. Donc c'est effectivement extrêmement, extrêmement ténu. On ne pourrait pas faire grand-chose avec ces molécules. Donc l'acétone, l'éther, c'est très bien. Par rapport au vivant, il y a plus complexe que ça, je crois qu'on observe aussi dans ces nuages interstellaires. Mais en fait, on cherche à savoir justement jusqu'où va cette complexité moléculaire. C'est bien ce qu'on cherche. Je vous ai parlé de molécules qui ont 7, 8 atomes et on voudrait savoir justement jusqu'où va la complexité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la complexité? Par exemple, on cherche ce qu'on appelle des acides aminés. Et ces acides aminés,
ce sont les éléments qui constituent les protéines, donc qui constituent, les éléments de notre corps et le plus simple des acides aminés, qui n'est d'ailleurs pas dans notre corps, c'est la glycine et donc ça fait maintenant plus de 30 ans, 40 ans qu'on cherche la glycine dans l'espace interstellaire. On ne l'a pas détectée parce que, c'est compliqué. Peut-être qu'elle est présente, peut-être qu'elle est pas présente. Par contre, on l'a bien détectée dans des comètes et dans des astéroïdes. Et les comètes et les astéroïdes, c'est quand même des objets célestes qui se sont formés, solidifiés, mais à partir de ces nuages de gaz, Bah, au c'est départ. c'est exactement cette question. Est-ce qu'une comète, c'est un petit morceau glacé du nuage de gaz et donc a la même composition que le nuage de gaz, bien conservé? Ou peut-être qu'il y a eu un processus qui s'est fait, on rappelle, hein, autour de l'étoile, il y a ce disque de gaz et de poussière dans lequel se forment les planètes. Bah, peut-être qu'à ce moment-là aussi la matière a été un petit peu processée et les molécules sont peut-être assemblées différemment et que c'est à ce moment que l'acide aminé se serait formé sur la comète. Donc Mais de on toute ne sait façon pas si l'acide aminé était là avant ou si c'est formé à l'intérieur de la voilà. de la comète ou de l'astéroïde. Voilà, mais de toute façon, il vient de l'espace et de ce moment-là. Et alors, c'est peut-être une question piège là, mais ce qu'on a sur Terre, les acides aminés qu'on a sur Terre, on ne sait toujours pas s'ils ont été formés sur Terre ou s'ils viennent d'une pluie de comètes ou quelque chose comme ça? Non, c'est une question complètement ouverte, effectivement. Alors là, on peut rappeler l'expérience qui a été faite dans les années 1950 par un chercheur qui s'appelait Miller et puis son étudiant Urey, où à partir de ce qu'on a considéré l'atmosphère primitive de la Terre, donc en laboratoire, ils ont réussi à reconstituer Excuse-moi, l'atmosphère primitive de la Terre, c'était supposé avant notre atmosphère actuelle, surtout du méthane, hein, je crois, du c'était méthane, de l'ammoniac et oui, puis de l'eau, évidemment, voilà. parce qu'on a quand même l'idée, bon, on n'est pas tout à fait sûr encore, mais quand même l'idée que l'atmosphère qu'on a actuelle, a été s'est constituée, Oui, assez tard finalement dans la vie de la Terre, hein? oui, elle a beaucoup Avec, coupé. avec les plantes, avec le vivant qui ont été importants aussi, voilà, il y a tout un processus qui s'est fait et donc l'atmosphère primitive de la Terre, c'était avant et c'était avec beaucoup de comment dire? De molécules, à base de carbone. Exactement et très simple. Oui, 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 effectivement, oui. Mais là encore, c'est une hypothèse sur quelle était cette atmosphère-là, puisqu'elle a beaucoup évolué. Et donc, avec cette atmosphère, en laboratoire, en faisant passer des décharges électriques, on s'est rendu compte que, au bout de quelques jours, on arrivait à récupérer des molécules très complexes, dont des acides aminés. Donc, on s'est dit à l'époque, effectivement, que peut-être c'était une des possibilités de l'apparition, effectivement, de ces briques du vivant sur la Terre. Mais tout reste ouvert parce qu'il y a cette partie donc faite, uniquement sur Terre ou, comme on le voit dans les comètes et dans les astéroïdes, d'un apport extraterrestre avec ces acides aminés. J'imagine que les gens qui faisaient ces expériences sur la Terre n'avaient pas l'idée qu'un jour on découvrirait des acides aminés dans l'espace, même si c'est pas dans le gaz, si c'est dans les comètes, c'est quand même dans l'espace. Ouais, ça, c'est sûr, parce qu'en 1950, on ne savait déjà même pas qu'il existait ces grands nuages de gaz, donc on pensait encore que l'espace interstellaire était vide. Donc, on imagine bien des grands nuages de gaz dans lesquels il y a des molécules et qu'on n'a pas encore découvert évidemment, toutes les molécules. On peut s'attendre à en découvrir d'autres. D'ailleurs, vous travaillez, c'est une recherche en cours, ça, Effectivement, oui, oui, si on par exemple, il y a 30 ans, je vous aurais dit, on n'a toujours pas détecté le glycol aldéhyde. Alors c'est un mot un petit peu barbare, mais c'est une molécule assez simple qui peut se combiner et faire, ce qu'on appelle des sucres, hein, les sucres dont notre corps est composé. Il y a une trentaine d'années, on l'avait pas encore détecté et maintenant avec les radiotélescopes qui sont de plus en plus puissants, je dirais, eh bien, on peut détecter cette molécule dans de nombreux nuages interstellaires et donc c'est une molécule qui est très intéressante pour l'apparition de la vie. La même chose, on découvre maintenant de nombreuses molécules avec du phosphore. Le phosphore aussi est un élément important. Donc on commence, enfin, avec les nouveaux télescopes, à détecter de plus en plus de molécules complexes et d'un intérêt, alors pas encore des premières briques de la vie, mais qui peuvent avoir un intérêt pour ensuite la fabrication des premières, briques de la vie. oui, c'est ça, c'est-à-dire que ce sont des molécules qui font partie des molécules du vivant, mais pour, passer d'une molécule comme ça, par exemple, pour passer d'acide aminé aux protéines, il y a quand même quelque chose d'important qui se fait au niveau liaison et qu'on ne domine pas encore et on n'est pas encore mais c'est extrêmement important d'avoir de découvrir de plus en plus de ces molécules qu'on appelle organiques. On n'est pas encore à la vie, en fait. Non
Et même, c'est encore quelque chose qui est très discuté, même chez les biologistes. Alors, on sait que l'eau a été un facteur favorisant justement la combinaison de ces briques pour faire émerger la vie. Mais il me semble que même les biologistes ne s'accordent pas actuellement sur ce passage. Comment est-ce qu'on passe de ces molécules organiques non vivantes aux molécules organiques vivantes? C'est encore un sujet de recherche important. Et alors, toutes ces molécules qui sont dans les nuages, les grands nuages de gaz galactiques, il y a on imagine une étoile qui se forme là-dedans avec des planètes autour. Est-ce qu'on sait quelque chose ou est-ce que c'est encore en discussion, au sujet des molécules qui restent? Je veux dire, quand une étoile se forme, je crois ça dégage, un rayonnement à certains moments assez intense. Est-ce que les molécules résistent à ce rayonnement ou est-ce qu'on peut penser que les planètes qui se forment récupèrent déjà ces molécules qui sont dans l'espace avant? Bah, c'est justement un sujet de recherche actuellement, de voir dans quelle mesure, effectivement, certaines molécules peuvent survivre, je dirais, effectivement, au rayonnement intense de l'étoile, dans ce disque de gaz et de poussière, et puis quelles nouvelles molécules peuvent être formées. Donc, c'est un champ qui est en plein développement, là encore, grâce aux nouveaux radiotélescopes qui nous permettent de voir, enfin, du moins de détecter, même parfois de voir effectivement, ces disques, ce qu'on appelle protoplanétaires autour des étoiles, où on va pouvoir déterminer, ce qu'on appelle aussi la zone des glaces, parce que plus on va s'éloigner de l'étoile, plus il va faire froid, donc certaines molécules vont être glacées. Plus près, elles vont effectivement subir ce chauffage et ce rayonnement. Et donc, c'est un champ qui est là aussi en pleine expansion. Oui, c'est vrai qu'on a ça aussi dans notre système solaire. On peut détecter une ligne de glace, qui correspond en réalité à comment dire? Plus on est proche de l'étoile, plus c'est chaud et plus on est loin, plus c'est froid. Donc il y a un moment où quand les objets, les planètes, les astéroïdes ou tout ça se sont formés, c'était gelé. Et de l'autre côté, on peut le dire avant la fin de l'émission, c'est intéressant. Quand on se rapproche trop de l'étoile, il y a un moment où l'eau est évaporée. Donc en fait, la zone où il peut y avoir de l'eau liquide sur les planètes est assez restreinte, hein. C'est ce qu'on appelle la zone habitable. On peut dire quelques mots là-dessus, juste avant de terminer l'émission? Oui, alors j'aime pas tellement ce mot, zone habitable. Moi non. On ne l'aime pas, mais on continue de l'utiliser, qui est effectivement cette zone où effectivement l'eau peut être liquide, donc elle est ni vaporisée, ni glacée. Et comme, je vous l'ai dit, on sait que c'est l'eau qui a favorisé l'apparition de la vie sur Terre parce que les molécules peuvent se combiner entre elles. On part du principe que, s'il peut y avoir de l'eau, effectivement, ça peut aussi aider. Mais on voit très bien que de l'eau, on peut l'avoir aussi en dehors de cette zone habitable, même dans notre système solaire, où on voit que, on a des satellites classés comme Encelade, sont très, très loin, mais après, pour d'autres phénomènes de gravitation auprès des grandes planètes, peuvent aussi avoir des océans d'eau ou de molécules. Oui, d'ailleurs, il y a des sondes spatiales, qui sont dans les JUICE, hein, dans l'espace pour, étudier ces satellites qui sont couverts de glace et qui ont on pense à un océan en dessous. On va terminer sur des tas d'interrogations et sur tout un avenir, de recherche. À bientôt, une autre fois. Au revoir. Merci beaucoup Sylvie et à bientôt.